retrouvons pour une émission inédite sur l'empereur Auguste. Dans cette édition spéciale, nous ferons un parallèle entre le culte d'Auguste durant son règne avec l'un des plus connus dictateurs qui a marqué notre ère. Auguste, né Octave le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ, fut l'un des plus grands empereurs romains. Son ascension au trône est compliquée. En effet, il est adopté par Jules César et devient Octavien. Après l'assassinat de ce grand empereur en moins 44, le testament de celui-ci est révélé et c'est à Octavien qu'il lègue la plupart de ses biens, comme nous pouvons nous en douter. Auguste vient à Rome pour réclamer ce qui lui appartient, mais est vite confronté à des opposants, entre autres le puissant Marc-Antoine. Consul de l'année moins 44 et ancien lieutenant de César, les deux essayent chacun de réunir le plus grand nombre de partisans pour accéder à la meilleure position. Cependant, pendant leur confrontation, Brutus et Cassius, deux chefs républicains faisant partie des assassins de César, prennent le pouvoir. Octave, Marc-Antoine et Lépide, anciens maîtres de cavalerie de César, décident de créer le triumvirat, une alliance contre Brutus et Cassius, pour venger la mort de César. Ils gagnent et divisent le territoire en trois. Néanmoins, chacun nourrit une envie de grandeur et la guerre éclate. Lépide est vite écouté et Auguste défait Marc-Antoine en Égypte. Celui-ci s'y suicide avec Cléopâtre, la célébrissime reine d'Égypte. Après cet épisode, Auguste réinstaure les institutions romaines, cependant tout en gardant les pleins pouvoirs. C'est le Principat. L'empereur met en place la Pax Romana et développe son territoire tout en fortifiant ses frontières. Il meurt finalement de cause naturelle le 19 août en l'an 14, ayant régné depuis le 16 janvier 27. Il est mort à 49 ans. Nous connaissons maintenant un grand homme et nous pouvons dire qu'Auguste fut aussi un bon empereur. Malgré une ascension au pouvoir difficile, son règne est surtout marqué par la Pax Romana. Elle consiste à imposer les lois dans les nouveaux pays conquis, tout en acceptant qu'ils gardent leur manière de vivre, voire leurs croyances, au lieu de les asservir. Cela permet à Auguste d'économiser les garnisons en évitant des risques de révolte, tout en maintenant le territoire. Auguste développe également l'empire avec la création de la taxation, de la taxe d'une meilleure circulation, d'une armée permanente, d'une police, de pompiers. Il préserve également les monuments et en bâtit de nouveaux. C'est notamment grâce à lui que Rome doit ses magnifiques monuments. Maintenant, arrêtons-nous sur cette sculpture. La statue de Prima Porta a été trouvée le 20 avril 1863 dans la villa de Livy, au nord de Rome. C'est une statue en marbre qui représente Auguste, actuellement conservée dans l'aile de Braccio au musée du Vatican à Rome. On peut voir Auguste dans une position typique des Romains, c'est-à-dire en train de faire une adlocutio, c'est un bref discours à ses troupes. Mais le modèle esthétique de la statue est à l'évidence grec. La position du corps est inspirée de celle du Doryphore de Polyclète et les pieds nus donnent au modèle l'allure des dieux grecs de l'âge classique. À ses pieds, on peut voir un dauphin chevauché par un Cupidon. Celui-ci rappelle la victoire d'Actium, qui lui a assuré la suprématie et mis fin aux guerres civiles, mais il rappelle aussi l'ascendance divine qu'il revendique dans toute sa propagande à la suite de Jules César. Auguste porte une cuirasse de forme circulaire rappelant la forme du bouclier qu'il reçoit aîné dans l'Énéide et qui représente en particulier la bataille d'Actium. Mais l'exploit célébré ici est plus récent que celui de l'Actium. La cuirasse représente la restitution des aigles romaines par les Parthes en 20 avant Jésus-Christ. La défaite de Carae en 53 avant Jésus-Christ avait laissé des traces profondes dans l'orgueil romain. Le triomphant Crassus y avait laissé la vie, et pire que tout, les enseignes romaines avaient été capturées par l'ennemi. C'est cette pacification cosmique que la cuirasse met en scène. Au centre de cette cuirasse, on trouve Tibère, avec la louve romaine à ses pieds. Il reçoit les aigles et lui remet un Parthe. Les pays conquis sont représentés par différentes femmes positionnées autour des deux hommes. Les autres personnages que l'on peut voir sont des allégories cosmiques.
En haut, on voit le ciel qui couvre avec son manteau deux autres figures, le soleil et la lune. À gauche, on voit Apollon assis sur un griffon. À droite, on voit Diane assise, elle, sur un cerf. En bas, on voit la terre, Théus, elle, avec ses symboles de fertilité, les enfants et la corne d'abondance. Maintenant, nous allons faire un parallèle entre le culte d'Auguste durant son règne et avec l'un des dictateurs le plus connus et qui a marqué notre ère. Je vous parle donc d'Adolf Hitler, dirigeant de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Il est l'auteur de millions d'exécutions et de tortures. Profond antisémite, voyons ce qu'il a pu bien avoir de commun avec l'empereur si apprécié, l'empereur Auguste. Tout d'abord, Hitler adorait l'histoire gréco-romaine. Adolf Hitler partit du principe que les Romains et les Grecs étaient en fait au début des Germains et qu'ils avaient seulement migré sur d'autres terres. Hitler en était même tellement persuadé qu'il le fit rentrer dans le programme scolaire d'histoire. Cela lui permettait alors de revendiquer le fait que toutes les œuvres romaines étaient le résultat de la culture germanique. Durant le temps qu'il a passé au pouvoir, il s'est beaucoup inspiré de l'Empire romain, en reprenant certains aspects de leur régime. Comme vous le savez, Auguste a instauré le culte impérial. Ce culte visant à faire respecter l'Empire grâce à un empereur élevé au même rang qu'un dieu, Hitler a voulu reprendre ses bases. Il s'est alors montré dans toute l'Allemagne sur des affiches de propagande. Sur ces affiches, nous pouvions l'observer au centre, le regard droit et sévère, voulant représenter la force et la rigueur du régime nazi. Il voulait montrer que qu'il portait le peuple allemand et que sans lui, le pays ne serait pas le même. Le culte de la personnalité touchait tous les arts. Auguste a fait de la propagande grâce aux auteurs comme Horace et Virgile. Hitler, quant à lui, a repris ce concept, mais dans l'air de son temps, en se servant du réalisateur Leni Riefenstahl. Ce réalisateur a montré dans ses films un pays fort, un Führer puissant et un parti soudé. Cela permettait de gagner la confiance des Allemands et de créer un patriotisme au sein de la société. Hitler s'inspira beaucoup de l'architecture des grands monuments romains. Il voulait dépasser les Romains pour montrer sa supériorité. Avec l'aide de son architecte nommé Spire, il a construit plusieurs bâtiments inspirés de l'art romain. Cependant, le plus important était la construction d'une capitale mondiale qui devait être construite après la Seconde Guerre mondiale. Ce projet fut abandonné au moment de la défaite de l'Allemagne en 1945. Voilà, ce numéro est bientôt terminé. Nous avons pu voir qu'Auguste n'était pas seulement un empereur, il a su révolutionner son temps grâce à de nombreux stratagèmes et beaucoup d'innovations. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.